LISA est un dispositif conçu pour repérer et comprendre les besoins et les forces des élèves afin de mieux accompagner leur bien-être et leur santé mentale. LISA est composé d'une plateforme numérique, d'un parcours de formation destiné aux enseignants et d'un réseau de collaboration multi-acteurs. Soutenu par l'État, le projet LISA France 2030 vise à améliorer le bien-être d'environ 70 000 élèves dans 190 établissements en France et à l'international. Le projet LISA se construit autour de la question essentielle de comment favoriser le bien-être de tous les élèves afin de leur permettre d'apprendre et de progresser ensemble en s'épanouissant. On voit bien évidemment que chaque élève est unique, qu'il a ses forces, qu'il a ses besoins spécifiques, mais qu'il évolue au sein d'un collectif, le groupe classe. Et le défi qui se pose aux enseignants au quotidien va vraiment être de pouvoir transmettre des connaissances, veiller à l'acquisition des connaissances et des compétences pour chacun de ces élèves au sein d'un groupe. Les statistiques sur la santé mentale montrent l'importance d'adresser ce sujet dans le cadre scolaire. Et c'est dans ce contexte que l'ISA intervient. Alors on a de nombreux dispositifs qui existent évidemment, au rang desquels les PAP qui accompagnent les élèves et qui exigent un diagnostic formel pour offrir un soutien. Mais on a aussi des élèves qui n'ont pas forcément ce type de programme d'accompagnement et qui ont également des besoins. Que proposons-nous concrètement ? L'ISA offre des formations, des outils et des ressources élaborés à partir d'une collaboration interdisciplinaire d'enseignants, cliniciens, chercheurs et ingénieurs. Grâce à cette co-construction, les ressources sont à la fois scientifiquement rigoureuses et adaptées à la réalité scolaire. Au cœur de cette initiative se trouve une plateforme numérique qui comprend un outil de repérage et une base de ressources qui propose des interventions concrètes à mettre en place dans la classe. Le questionnaire Facettes, qui comprend 12 questions, permet aux enseignants de faire une observation systématique et structurée de chaque enfant. À partir des réponses fournies au questionnaire, un tableau de bord individuel se génère et offre un résumé des forces et des besoins de chaque élève, ainsi que des suggestions pour les enseignants. Alors ces suggestions sont présentées sous forme de fiches simples et pratiques, prêtes à l'emploi. La base de ressources Lisapédia est quant à elle composée de toutes les fiches pratiques prêtes à l'emploi, ainsi que des hyperliens permettant d'accéder à des ressources externes, pédagogiques et théoriques. Lisa propose également des formations pratiques, en ligne et en présentiel, qui sont adaptées aux besoins des enseignants. La démarche LISA s'appuie sur un programme de recherche mené par des chercheurs spécialistes de la santé mentale et du neurodéveloppement. Ce programme s'appuie sur un comité éthique scientifique international, assurant ainsi la rigueur, le respect du cadre éthique et la protection des données. L'école joue un rôle crucial dans le bien-être et l'épanouissement des enfants et des adolescents. L'équipe LISA travaille pour fournir des outils à la hauteur de ces enjeux. Maintenant, je passe la parole à notre invité d'aujourd'hui, Thierry Argueta. Merci, merci. Donc, je suis déjà très content d'être ici et faire partie un peu de ce projet en participant à ce webinaire que j'ai vu naître, ce beau projet très intéressant, très innovant en France, je trouve, hein, je pense un peu partout dans le monde d'ailleurs. Donc aujourd'hui, je vais partir d'un sujet qui est un peu enfin, à la mode, on va dire à la mode, mais tout simplement parce que les diagnostics sont beaucoup plus évidents à faire maintenant, plus faciles, on s'y intéresse autant chez l'enfant que chez l'adulte. Donc bah, forcément, on s'y intéresse. C'est dans une école qui se veut un peu plus inclusive, en fait, le TDAH qui concerne quand même 2 millions de personnes en France. Bah, intéresse les parents et puis intéresse aussi les enfants. Donc, je vais vous partager, j'ai fait un petit PowerPoint, mais je vais vous offrir une fleur tout à l'heure. Alors, je partage. Hop. Voilà, voilà. Donc, je travaille à la Salpêtrière, j'ai fait toute ma carrière et je suis actuellement donc au centre du neurodéveloppement adulte. Et donc au pôle TDAH, mais il y a aussi de l'autre côté du couloir, en fait, le service qui s'occupe du TSA, donc du trouble du spectre de l'autisme. Donc d'abord les recommandations, vous voyez que les recommandations qui sont sorties au mois de septembre de cette année concernant le TDAH chez l'enfant, vous voyez que d'un côté, on commence par quoi quand on prend en charge en fait un enfant? On fait de la psychoéducation. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre? Eh bien, tout de suite après, eh bien, on va
imaginer des aménagements scolaires pédagogiques spécifiques et puis du travail avec les parents, avec ce qu'on appelle les programmes d'entraînement aux habiletés parentales. Alors, dans le cadre du TDAH, ben, en fait, c'est souvent, on a peur en fait des médicaments, mais contrairement à bien d'autres troubles, dans le TDAH, il y a un médicament qui peut être prescrit si besoin. Donc le TDAH, pour ceux qui connaissent pas tout à fait le TDAH, donc on est avec et on repart avec. C'est un trouble du neurodéveloppement. Il y a trois formes. Une forme inattentive prédominante, donc plutôt les rêveurs. Une forme hyperactive avec hyperactivité prédominante, donc là c'est plutôt c'est qui est les enfants. Disons quand on pense au TDAH, on voit toujours des enfants qui s'agitent partout, qui courent partout. En fait, majoritairement, il y a des formes combinées où il va y avoir de temps en temps de l'inattention et de temps en temps de l'hyperactivité. La prise en charge, maintenant, s'apparente en fait à celle des maladies chroniques. Et quand on parle de ce type de prise en charge, on parle d'acceptation, ce qui est souvent compliqué chez les enfants, chez les adolescents et voire chez certains adultes. Mais en fait, c'est la première phase, en fait, c'est d'accepter, de comprendre ce que c'est que le TDAH pour pouvoir mettre en place une dynamique de changement et surtout s'engager, parce qu'en fait, comme je disais, on est avec, donc ben, on ne sait pas très bien d'ailleurs comment est-ce qu'on pourrait être autrement. Quand on dit par exemple à un enfant TDAH, concentre-toi, ça ne veut rien, enfin, il ne voit pas de quoi on parle. C'est comme si on disait à un aveugle, regarde. Je veux bien, mais c'est compliqué pour moi et je ne vois pas de quoi tu parles. Donc, les possibilités en fait qu'ont les enfants et les adolescents face en fait aux troubles, c'est donc de combattre. C'est les trois célèbres 3 F. Fight, donc c'est combattre. C'est le petit Paul qui, par exemple, en primaire, me disait ah ben j'ai piqué le petit coussin de ma maman de Pilate et en fait quand je fais mes devoirs, quand je suis sur ce petit coussin, ben, ça me permet de mieux me concentrer. Et qui va voir ensuite sa maîtresse en lui disant est-ce que je peux apporter un coussin de Pilate à l'école? La maîtresse dit oui, formidable si ça peut t'aider. Donc ça, c'est vraiment le mode combat. Il y a des enfants et des adolescents qui sont très combatifs par rapport à leurs troubles et qui essayent de trouver des stratégies. Après, il y a fly. Fly, ça veut dire fuir. Ça veut dire que j'ai eu une mauvaise note en fait à l'école et qu'est-ce que je fais en rentrant? Réviser. Non, pas du tout. C'est je me jette sur mes jeux vidéo et je reste complètement dans un monde parallèle pour ne pas penser en fait à mes mauvais résultats. Troisième possibilité, c'est freeze, d'accord? Ça veut dire congeler, se congeler, mais se figer, d'accord? C'est ce qu'on va avoir par exemple chez les enfants dans le cadre des contrôles qui vont rester comme ça, figés complètement et ne pouvant pas démarrer à faire l'épreuve. Et puis, depuis 2024, c'est-à-dire cette année, il y a Assel Hunter qui a sorti un article très intéressant sur le FIB. Et le FIB en français, ça veut dire mentir et puis fabuler. Je serai footballeur professionnel et pourtant je ne vais pas aux entraînements, d'accord, à côté de chez moi, mais je serai footballeur professionnel. L'origine génétique dans 80% des cas, apporte une donnée supplémentaire. C'est-à-dire que on va avoir des parents, quand on suit, quand on encadre, quand on soutient des enfants, eh bien, on va avoir des parents qui vont avoir plus ou moins les mêmes symptômes, alors plus ou moins compensés évidemment, mais les mêmes symptômes que leurs enfants, organisation, attention et parfois une certaine hyperactivité. Ce qui rend les choses parfois un peu compliquées dans la relation, par exemple, des parents avec le corps enseignant. Ensuite, les facteurs à prendre en compte, ce sont la sévérité d'une part. On pourrait parler de spectre comme dans le spectre du trouble autistique. En fait, sur trois aspects, c'est-à-dire que le TDAH, c'est des problèmes de régulation. Les problèmes de régulation sont plus ou moins sévères. Les problèmes de contrôle et d'inhibition aussi, plus ou moins sévères. Et l'activation, c'est-à-dire commencer, initier les choses, c'est aussi plus ou moins sévère dans le TDAH. Donc, on va avoir des TDAH légers, moyens, sévère, avec un impact fonctionnel. Ça aussi, l'impact fonctionnel va varier. Eh bien, les personnes qui vont avoir des TDAH sévères vont avoir d'énormes problèmes d'apprentissage, d'énormes problèmes d'autonomie, et ils vont être extrêmement gênés avec des dossiers et des MDPH pour les aider.
Et ça, beaucoup d'enfants, en fait, qui se trouvent maintenant dans le système scolaire, bénéficiaient, en fait, de dossiers MDPH dans le cadre du TDAH, même si dans certains départements, c'est difficile parce qu'on ne reconnaît pas le TDAH comme un handicap. L'environnement dépendant, c'est très important pour le TDAH. Donc le physique, l'environnement physique, où apprendre, dans quel lieu je vais apprendre, est-ce que ça va être, enfin la classe, est-ce qu'elle peut être aménagée? Sans doute, très souvent, bah, ça n'est pas possible. Mais donc, il faut savoir que le TDAH est très sensible à l'environnement physique, mais aussi l'environnement social. Une année, ça marche très bien parce que l'enseignant est TDAH compatible, peut-être, TDAH friendly, je ne sais pas, mais en tout cas, il sait faire avec le TDAH. Et puis l'année d'après, l'enseignant bah, est en rivalité, enfin non pas en rivalité, mais enfin, il y a du combat entre l'enseignant et l'enfant et ça ne se passe pas bien. Le niveau de QI aussi, le fait d'avoir un QI élevé, est quelque chose qui est plutôt un facteur protecteur, c'est-à-dire que comme je comprends vite, même si j'ai des problèmes d'attention sur la durée, en fait, je vais capter l'information, je l'aurai comprise très vite, et donc après, je peux en fait me disperser. Et puis s'il y a des ruptures attentionnelles, comme ce qui existe dans le TDAH, ben, je peux combler les trous parce que je connais un peu le contexte, j'arrive à m'en sortir. Donc c'est pour ça aussi qu'on ne diagnostique pas très tôt, en fait, les enfants qui ont un QI élevé. Alors, le QI n'est absolument pas en rapport avec le TDAH. Le TDAH peut tomber sur n'importe quelle note de QI, si on veut. On va savoir que quand on a un QI qui est en dessous de 100, voire très en dessous de 100, eh ben, on va avoir des problèmes d'autonomie. C'est des personnes qui, quand ils seront adultes, devront toujours être accompagnées pour gérer leur maison, pour gérer leur papier, leur argent, etc. Donc, QI et TDAH, ça, c'est quelque chose qui n'a pas de lien fort, hein. C'est surtout, je dirais, ceux qui ont un QI élevé, qui vont consulter ou qui vont peut-être mieux compenser et qui sont les plus au courant. Il y a l'insight aussi, mais c'est toujours ça, c'est des problèmes pour des problèmes neurobiologiques. En fait, on va avoir de la nosognosie, c'est-à-dire l'incapacité comment dire, connaître son trouble et les conséquences du trouble. Donc, dans le TDAH, on peut avoir plus ou moins, en fait, d'insight par rapport à son trouble. Après, il y a la dissociation émotionnelle qu'on retrouve très souvent dans le TDAH, c'est-à-dire que moi, j'appelle ça avec les enfants, c'est l'effet essuie-glace. Il y a un problème, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de problème. Mais comme il n'y a plus de problème, ben, je ne règle pas le problème. Donc, c'est trop douloureux sur le plan narcissique de voir en fait qu'on a des difficultés quand on se compare aux autres. Et donc, ce mécanisme de dissociation émotionnelle et de déconnexion en fait survient. Et donc, c'est parfois très difficile de communiquer avec des enfants, des adolescents qui ont un TDAH parce qu'ils se mettent à distance des choses. Après, il y a les comorbidités. Ce qu'on appelle les comorbidités, ce sont les troubles associés. Donc, les troubles 10, il y en a beaucoup, beaucoup. Enfin, le fait d'avoir un TDAH, eh ben, augmente le risque d'avoir un trouble 10. Le trouble du spectre de l'autisme aussi est présent et souvent pas diagnostiqué parce que le TDAH prend toute la place. Après, comme le disait Elie Rothenberg tout à l'heure, il y a des problèmes psychiatriques qui peuvent être associés à l'anxiété, la dépression, les addictions, enfin on verra. Et puis il y a aussi des problèmes somatiques, je ne vais pas aller trop là-dessus, mais sachez qu'en fait c'est visiblement un syndrome global et dont par exemple les allergies, le diabète en fait est associé de manière plus importante dans le TDAH que dans la population générale. Donc en fait pour mettre en place en fait des adaptations éducatives, vous voyez qu'il faut être un peu au courant de tout ce qui se passe avant, c'est-à-dire le diagnostic avec les forces et les faiblesses. Hein, on va aller voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne moins bien. Il faut faire l'état aussi des lieux au niveau des comorbidités. L'anxiété de performance, chez 100% des TDAH, on a l'anxiété de performance. C'est parfois qui donne lieu en fait à des dépressions, des addictions. euh, Ça saute, excusez-moi. Voilà. Les troubles oppositionnels avec provocation et puis les troubles du spectre autistique. Donc pour l'impact fonctionnel, il faut voir donc la sévérité, les mécanismes de compensation et le niveau de résilience en fait des enfants, des élèves. Euh, Ceux qui sont les plus résilients, évidemment, vont fonctionner au mieux. Il faut aussi voir l'environnement familial, l'environnement amical, qui est parfois rétréci en fait dans le TDAH, même s'il bouge beaucoup pour certains. Et puis l'environnement académique, est-ce qu'ils sont dans un entourage qui leur est favorable? Donc ça peut varier d'une école à l'autre, ça peut varier d'un système à l'autre. C'est extrêmement, enfin, comment dire,
ça évolue énormément. Enfin, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que on a souvent des parcours qui sont très chaotiques dans le TDAH en fonction en fait, justement des environnements. Et puis on va voir en fait comment est-ce qu'on peut mettre en place des adaptations en fonction des problématiques clés, donc l'attention, l'hyperactivité, l'émotion, les fonctions exécutives. Alors justement, c'est là que... non, c'est pas là, je vais d'abord vous parler des moutons et des vaches. Les moutons et des vaches, on va dire que les TDAH ont plutôt un fonctionnement comme des moutons. Vous voyez, il y en a partout. Pourquoi il y en a partout? Parce que on les a mis dans le champ et puis une heure après, en fait, ils étaient comme ça, tous dispersés un peu partout. Pourquoi? Parce que quand on a un mouton, en fait, on va de proche en proche. Oh, une fleur, oh, une fleur, oh, une fleur, oh, une herbe, etc. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que si on les laisse comme ça, ben, ils vont se perdre dans la forêt et puis se faire manger par les loups. Heureusement, il y a un berger qui arrive avec ses chiens et qui, le soir à 18 h, hop, 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 les chiens courent après les moutons. Et à partir de ce... Voilà, et puis donc les chiens, les moutons se retournent. Ah, un chien, ah, il se retourne. Ah, une herbe, et les voilà partis de l'autre côté. Et donc, en fait, ils se retrouvent tous ensemble à la bergerie sans savoir vraiment comment est-ce qu'ils arrivent à la bergerie. Donc, les bergers ne tapent pas sur le mouton, les chiens ne mordent pas les moutons, sinon ils sont disputés par les bergers. Et donc, les moutons, ce qu'il faut retenir, ont besoin, en fait, ont besoin de bergers, de chiens de berger, gentils, bienveillants, qui les comprennent, qui comprennent leur mode de fonctionnement. Et vous voyez qu'à droite, en fait, il y a les vaches. Vous voyez, elles sont toutes regroupées là, ici. Parce que si vous en mettez 50 dans un champ, vous revenez une heure après, elles sont toutes agglutinées sous les pommiers en fonction du temps, parce que les vaches, elles savent le temps qu'il fait. À 18 h, un enfant de 7 ans est capable d'aller chercher 50 vaches. Pourquoi? Parce qu'à 18 h, les vaches, elles sont toutes agglutinées devant la barrière. Parce qu'en plus, les vaches, elles savent l'heure qu'il est. Et donc, on ouvre la barrière et les vaches partent à la queue leu vers vers l'étable. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'avoir de chiens, de plein de choses, etc. Les vaches, elles se gèrent toutes seules d'une certaine manière. Et vous voyez que ce qui est très important, c'est que les moutons, c'est bien, les vaches, c'est bien, d'accord? Voilà, c'est comme ça. Donc, dans le TDAH, en fait, il y a un fonctionnement particulier qu'il faut comprendre. Et manifestement, il ne fonctionne pas comme des vaches. Et le gros problème, c'est quand on veut que les moutons deviennent des vaches. Et ça, on ne peut pas faire devenir un mouton qui devienne une vache, ça n'est pas possible. On voit les parents qui arrivent, par exemple, au cabinet ou ailleurs, mais qui nous demandent en fait à ce que leur mouton, leur petit mouton gentil, eh ben, devienne une vache. Et ben, voilà, c'est bien difficile d'entendre ça pour l'enfant. Il faut que tu sois différent de ce que tu es. Et puis, c'est beaucoup de frustration et de déception pour les parents qui, à un moment donné, se rendent bien compte qu'ils ne pourront pas transformer leur petit mouton en vache. Alors, si je vous partage tac, 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 donc j'arrête de partager et je vais partager mon écran avec, je vais vous montrer justement, là je fais un peu de publicité pour le matériel. Hop. Donc ça c'est en fait ma tablette, simplement. Et c'est une tablette qui est non connectée. Et donc c'est très très bien pour c'est bien pour les TDAH, disons, qui sont au lycée, parce qu'ils ne peuvent pas en fait se connecter sur Internet lorsqu'ils l'utilisent. Alors, donc le TDAH, TDA, d'accord, c'est le trouble déficitaire de l'attention. Mais en fait, c'est un trouble de la régulation. Je pense que ça va peut-être changer de nom à un moment donné. Donc régulation, ok, on a dit contrôle, on a parlé aussi d'inhibition. D'accord. Donc c'est plus ou moins associé au H d'hyperactivité et au I d'impulsivité. Il y a des pétales, et c'est ça qui va déterminer les adaptations. Premier pétale, c'est l'attention. L'attention, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit beaucoup de moins, c'est-à-dire que il n'y a pas de problème de concentration vrai en fait dans le TDAH. Il y a des problèmes d'attention. Ça veut dire quoi? On va avoir de la distractibilité. C'est comme ça qu'en fait les enfants, par exemple petits, ils vont se retourner s'il y a une gomme qui tombe. Ah, une gomme qui tombe. Ah, quelqu'un qui a dit quelque chose là-bas. Ah là là. Donc c'est l'attention, hein, c'est l'attention qui pose problème, mais en moins, d'accord, la distractibilité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans le problème de régulation, il y a aussi une
une possibilité d'hyperfocus. Et là, c'est quand vous appelez vos enfants, ou quand vous enfin, quand vous appelez en classe, si vous êtes enseignant, mais je sais qu'il y a aussi beaucoup de parents. Si je prends l'exemple plutôt à la maison, ça va être, je vais appeler, je ne sais pas moi, Raphaël, 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 et Raphaël ne vient pas à table, il n'entend pas. Et alors donc la maman arrive, d'accord, sur l'enfant, et l'enfant lève la tête tout d'un coup et dit, ah, tu m'as appelé. La pauvre mère est complètement hystérique. Elle dit, mais bien sûr, ça fait déjà 3 fois que je t'appelle, je n'en peux plus, etc., etc. Donc là, ça, c'est l'hyperfocus. Donc là, c'est un hyper-pouvoir, en fait, du TDAH. Mais le problème, c'est un problème de régulation, parce qu'il y a des moments, il faut être un peu, enfin, il faut être concentré, en fait, de manière partagée. D'accord, je suis en train de travailler. Il faut que j'entende aussi que ma maman est en train de m'appeler ailleurs. D'accord? Mais en classe, c'est la même chose. Il faut à la fois que je peux partager mon attention entre ma prise de notes et puis ce que le prof est en train de raconter. Et souvent, c'est extrêmement difficile pour un enfant qui a un TDAH de partager en fait son temps entre les deux, enfin d'arriver à gérer toute cette attention. Alors après, il y a l'activité. Donc là, pour le coup, on est plutôt sur le côté ah ben c'est des hyperactifs, c'est des hyperactifs et le pauvre en fait qui est plutôt rêveur, il va pas être diagnostiqué parce qu'il fait pas de bruit dans le fond de la classe. Il va pas être repéré. Hein. Et donc, moi, ce que j'appelle ces hypoactifs, parce que beaucoup des rêveurs sont très hypoactifs, ils ont du mal à initier les choses. Et bien, ceux qu'on oublie au fond de la classe, OK? Donc, les hypoactifs, ben, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais ils sont hypoactifs et donc ils ne sont pas diagnostiqués. Donc, c'est plutôt des formats plutôt filles en général, mais en fait, donc il n'y a que 25% des TDAH qui ont une hyperactivité, 25% qui sont hypoactifs et 50% sont entre les deux, en fait. Donc, ils vont osciller entre je m'agite, et puis de l'autre côté, ils vont rester sur leur canapé à scroller sur leur téléphone. Donc, on voit bien que en classe, on va avoir des modèles extrêmement différents. C'est-à-dire des élèves qu'il va falloir activer. Ouh, Camille, ouh. Et puis de l'autre côté, c'est plutôt Boris, arrête de courir dans tous les sens. Tu me fatigues. Après, il y a l'impulsivité. Ah, je sais, j'ai oublié. En fait, ceux-là, c'est les lémuriens, je les appelle les lémuriens. Ah, avec des grands yeux. Vous savez, ils vous regardent et ils ont des grands yeux. Oui, oui, on y va. Oui, oui. Donc l'impulsivité. Alors l'impulsivité, c'est agir et penser après. Alors ça, c'est très très fréquent. On dit même que même les hypoactifs, en fait, peuvent aussi avoir des conduites impulsives. En fait, sur le plan cognitif, par exemple, c'est dans les contrôles, répondre trop vite à la question, lire trop vite le libellé, oublier enfin, ne pas faire attention qu'il y a des questions derrière, sur la page de derrière. Enfin, ça, c'est l'impulsivité. Puis rendre tout de suite, ou bien lever le doigt tout de suite et puis dire une bêtise parce que j'ai pas réfléchi ou j'ai pas entendu toute la question. Voilà, donc ça c'est l'impulsivité. Non. Et puis, à l'inverse, ce serait plutôt l'inverse, c'est plutôt deux tensions, quoi. Hein. Ouh, hein. Donc là, vous voyez, c'est maintenant, oui, avec des grandes difficultés pour choisir. Mais là aussi, on a encore des problèmes de régulation. Des gens qui peuvent être très impulsifs à faire des achats impulsifs ou faire des conduites impulsives. Et ben, oui, de l'autre côté, on a des grosses problématiques de choix. Je ne sais pas quoi choisir. Alors après, en classe et à la maison, on va voir aussi des problèmes de régulation des émotions. Donc ça fait pas partie des critères de base, en fait, sur les classifications, mais néanmoins, c'est souvent le problème majeur. C'est-à-dire qu'on a des enfants, des adolescents qui vont avoir comment dire, des élans d'émotionnel extrêmement importants qui montent comme un geyser, ça monte comme ça. Donc ça peut être la colère, mais ça peut être l'enthousiasme, ça peut être la déception, ça peut être la tristesse, ça peut être la peur. Donc ça monte comme ça, puis ça redescend. Donc ça, c'est les problèmes de régulation émotionnelle. Et au contraire, pour des choses qui ne sont pas intéressantes, ben, il y a zéro réaction. D'accord, tu as vu tes notes, c'est pas terrible. Ah ouais, oui, bof. Alors bon, il peut y avoir de la protection, bien sûr. Mais il y a aussi, en fait, j'attends qu'une chose, c'est de retourner sur mes jeux vidéo, par exemple. Ça va me faire beaucoup plus de plaisir que d'épiloguer pendant comment dire, un quart d'heure sur, mais tu sais, il faut travailler dans la vie, c'est important, patati. Ce qu'ils savent tous, hein, ils savent tous ça, qu'il faut travailler et réviser pour avoir de bons résultats.
Les fonctions exécutives, donc ça c'est le dernier pétale en fait principal. Donc ça, franchement, en tant qu'enseignant, en tant que parent, il faut absolument acquérir des informations sur les fameuses fonctions exécutives. C'est tout ce qui concerne l'organisation, la planification et la visualisation du temps. Donc ça, vous voyez que pour les enseignants là, qui peut-être qui écoutent, vous voyez bien que c'est absolument primordial. Bon, et effectivement, c'est bien de comprendre vite, voilà, de manier les concepts, etc. Mais si on ne sait pas les organiser, si on n'arrive pas à planifier, en fait, par exemple, sa rédaction, sa dissertation, etc., si on ne gère pas le temps, en fait, de la mise en place de tout ça, on va avoir des résultats scolaires qui vont être problématiques. Et puis en plus, des gènes, des gènes pour l'avancée dans les études. Donc, en fait, donc il y a en général des problèmes, là encore, avec un gradient, enfin, c'est différent en termes de sévérité, mais donc, il y a toujours des gènes au niveau des fonctions exécutives. Après, bizarrement, il y a aussi ben, dans le TDAH des versions de TDAH qui sont hyper contrôlées, qui ont les petits classeurs, les petites étiquettes, les petites couleurs, etc. Et qui sont vraiment dans un contrôle extrêmement fatigant pour eux. Parce que déjà que le TDAH de se battre contre les distracteurs tout le temps, toute la journée, c'est fatigant. Mais en plus de mettre en place des systèmes de contrôle donc, c'est typiquement des enfants qui peuvent faire des burn-out, hein. Vous avez sans doute vu des enfants avec un TDAH qui présentaient des burn-out. Ça explose en vol, d'accord? Ils vont travailler le soir jusqu'à pas d'heure. Enfin, donc, ils sont dans hyper compensation, mais ils vont avoir parfois des problèmes et des problèmes associés en fait à ces hyper contrôles qu'on va retrouver donc dans la petite fleur en allant vite. Hop, à côté, donc on va retrouver ce qu'on disait tout à l'heure, l'anxiété de performance, la dépression, les addictions, les écrans. On va avoir aussi, qu'est-ce qu'on va avoir? Les TSA, on va avoir les troubles 10, ok? Mais on va aussi avoir des problèmes de sommeil, hein. On peut avoir des troubles des conduites alimentaires, on va avoir des TOC ou des pseudo-TOC, donc des enfants par exemple qui vont vérifier parce qu'ils ont toujours peur d'oublier, mais ce sera à juste titre. Donc ça, c'est la fleur TDAH. Ce que vous pouvez en fait, qui va vous aider en fait à imaginer les choses à mettre en place sur le plan éducatif, que ce soit d'ailleurs en classe ou à l'école. Donc ça, c'est l'affaire TDAH. Et puis en fait, si vous avez des enfants aussi qui ont un TDAH, vous pouvez aussi leur expliquer en refaisant la fleur comme je vous ai fait là tout de suite. Hop. Et donc je repasse. Au niveau du temps, ça va? Ça va. Bon. Alors, vous voyez, les moutons, eh ben, ont besoin en fait comment dire, de mesures qui sont différentes que pour les vaches. Le problème, c'est qu'il y a plus de vaches que de moutons. Alors, on oublie ces pauvres moutons. Alors, moi, je dis, il faut vraiment leur laisser de la place. Et plutôt que de leur taper dessus pour qu'ils avancent, d'accord, et qu'ils se mettent en rang et qu'ils fassent tout comme les vaches, d'accord? Surtout que les vaches, elles n'ont même pas besoin. On leur dit une fois ou deux, et puis ça y est, elles ont compris, vous voyez? Alors que les moutons, on répète. Mais je t'ai dit, tu oublies tout le temps tes affaires scolaires, etc. Mais voyons, bah donc je vais te mettre une punition. Bah d'accord, je vais te punir. Mais donc je punis, et puis en fait, ben, l'enfant continue à oublier, parce que quand il parle le matin, eh bien, il est des fois un petit peu en retard et il prend un peu ce qui lui passe par la main. Hop, là, il pense qu'il a tout, mais il a évidemment pas tout. Donc on voit qu'à quel point bah, on peut pas fonctionner voilà, en tant que berger et bergère, on peut pas fonctionner pareil qu'avec les vaches, qui n'ont pas besoin d'ailleurs. Alors, donc, en fait, si on regarde dans les adaptations en classe, donc c'est une façon que vous allez trouver. Franchement, je vous ai mis que quelque chose, il y a quelques petites adaptations. Pourquoi? Parce qu'il y en a plein sur Internet maintenant. Je sais que l'Éducation nationale fournit du matériel. Enfin,
il y a plein de choses à voir, mais ce que je vous proposais, c'est comme un modèle, c'est-à-dire avec ma petite fleur, de voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'attention, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'activité, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'impulsivité. Donc, si on se focalise sur l'attention, bien sûr, alors tout ce qui est recommandé en général, c'est en croisement avec ce que je vous disais sur l'environnement dépendance, évidemment, il va falloir placer, voilà, c'est juste ici, il va falloir placer stratégiquement en fait l'enfant à la bonne place. Donc souvent, enfin, ce qui est recommandé, c'est plutôt près d'élèves qui sont calmes et justement qui n'ont pas de TDAH. Parce qu'évidemment, ils vont avoir envie d'être à côté de leurs copains et de leurs copines, et évidemment, qui se ressemblent, s'assemblent. Et pourtant, ben, ça ne va pas les aider. Il vaut mieux mettre une vache à côté ou même encadrer par deux vaches, le pauvre mouton. Ok. Et ça, c'est vraiment recommandé. Donc, loin des fenêtres, parce qu'en fait, combien même d'adultes me racontent qu'ils passaient leur temps à regarder les dames qui promenaient les chiens par la fenêtre ou les oiseaux, etc. Donc après, on peut utiliser des casques anti-bruit pour minimiser les distractions sonores, particulièrement pendant les contrôles. Mettre le casque. On voit en fait des différences phénoménales en fait au niveau des notes quand on met juste un casque pendant voilà pour pas écouter les autres élèves qui sont en train de composer. Après, tout ce qui est hyperactivité, hypoactivité, voilà, c'est pas un bon document, je comprends pas. Donc, en fait, c'est tout ce qui est. Pour l'hyperactivité, on va utiliser les balles anti-stress, des choses comme ça. Les coussins, comme je disais, les coussins dynamiques. Les coussins picots, etc. D'intégrer des pauses motrices, favoriser l'activité physique pour améliorer l'attention. Ça aussi, c'est important. Alors souvent, on fait des temps calmes. On fait des temps calmes, en fait, en classe. Alors ça, c'est plutôt en maternelle, bien évidemment. Mais on va plutôt se dire, faut faire des temps calmes. Oui, pourquoi pas. Mais aussi, pourquoi pas faire des mouvements où on va faire tous des mouvements comme ça, des moulinets, etc pour reprendre en fait, disons, enfin, de se réactiver d'une certaine manière. Donc, donc ça, c'est une bonne chose. Et puis, il y a l'impulsivité. L'impulsivité, donc l'attention positive en cas de réponse intempestive de bavardage. Ne pas prendre pour de l'insolence ce qui n'est pas, c'est ça que j'avais corrigé aussi avec un EST, d'accord? Donc c'est l'insolence, donc de ne pas prendre pour de l'insolence ce qui n'est pas c'est plutôt une réaction tout d'un coup soudaine et donc l'élève va réagir de manière trop rapide. Donc j'avais écrit aussi plein d'autres choses sur l'impulsivité. Bah c'est peut-être ça. Ah, ça doit être peut-être ça, c'est pour ça que je comprends. Donc effectivement, j'avais laissé parce que j'ai eu de gros problèmes de synchronisation, moi. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure, les casques anti-bruit. Oui, c'est ce que je vais. Pour l'attention, regarder dans les yeux, reformuler. De la modulation de la prosodie, ça veut dire quoi? C'est que un enseignant qui va parler très ou doucement ou en tout cas toujours sur le même ton. Alors là, quand on a un TDAH, on est totalement perdu. Alors évidemment, pour un prof, c'est complètement difficile de se dire, bah tiens, tout d'un coup, je vais faire des grands gestes, etc. pour activer les TDAH dans la classe. Mais bon. En fait, en tout cas, c'est quelque chose qui va les aider, ça c'est sûr. Au niveau de l'hyperactivité, c'est ce que nous avons dit. Et puis, donc, il y a les hippos, l'activation et la stimulation. Il ne faut pas hésiter les appeler, les rappeler, leur demander de participer pour ceux qui sont très hypoactifs. OK, on peut passer. Euh, alors après, il y a tout ce qui est gestion des émotions. Donc peut-être la gestion des émotions, éviter l'escalade, c'est-à-dire ne pas rentrer en écho, pas répondre en écho à l'élève qui veut être par exemple opposant, un peu en colère, etc. Donc la même chose, donc ne pas prendre pour l'instant ce qui n'est pas, ne pas mentionner que les appréciations des symptômes, dans les appréciations, les symptômes qui sont liés au TDAH, comme par exemple l'inattention, les retards, l'agitation comprendre l'opposition qui veut souvent dire que bah, c'est de la peur, du découragement, de l'ennui, éviter de punir, valoriser plutôt tout ce qui va bien, d'accord, sans faire de petits ah ben aujourd'hui tu as toutes tes affaires, hein. Parce que là, on est déjà dans de l'ironie, dans un peu de la moquerie. Alors des fois, oui, on accepte, puis des fois, on n'accepte pas. Et puis, ne pas faire des remarques devant tout le monde.
ne pas, on peut attendre la fin de la classe pour aussi dire des choses. Aujourd'hui, tu as beaucoup parlé, ou on peut faire des remarques, verbaliser les choses. Prévenir le burn-out, on en a parlé tout à l'heure, j'avais parlé de burn-out, ça arrive fréquemment. Le refus scolaire, c'est-à-dire que le découragement est tel que le refus scolaire, c'est la seule position, plutôt que de retourner à l'école où ça ne va pas, malgré les efforts, etc. Et puis les moments spéciaux, ça c'est un des programmes Barclay, les moments spéciaux, est-ce qu'on ne peut pas avoir en tant qu'enseignant certains petits moments, je sais que ça existe par exemple avec le tutorat, par exemple dans certains pays ou dans certains établissements, c'est des moments où on va avoir des moments de qualité, on va dire, en face à face avec l'enfant, qui a besoin d'être assuré, qui a besoin d'être valorisé, conseillé. Et donc, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Les fonctions exécutives, on en parlait tout à l'heure, donc donner des supports écrits, limiter les prises de notes, diviser les tâches en étapes plus petites et gérables, l'utilisation de l'ordinateur ou de tablettes non connectées, comme je disais tout à l'heure, offrir du temps additionnel pour certaines tâches tout en encadrant cet usage, c'est-à-dire le temps additionnel, c'est pareil, ça augmente en fait les notes, justement pour tous ceux qui ont du mal à démarrer, tous ceux qui mettent déjà une demi-heure à arriver à se connecter avec le sujet, hein, d'avoir du temps après, ben, ils vont finir plus tard que les autres, mais ils vont pouvoir exprimer en fait leur capacité. En fait, finalement, c'est pas la vitesse qu'on demande, c'est d'avoir compris, d'avoir appris la leçon, etc. Donc, incorporer des jeux de rôle, des activités interactives, surtout ne pas sanctionner les retards, hein. 75, moi je vais impatient, 75 en fait, mots de retard, en fait, c'est quelque chose, alors que je vois le jeune, il a du mal, il ne peut pas, enfin, partir à l'heure de chez lui, il y a toujours quelque chose qui va le distraire. Des oublis qui sont... Interruption, Thierry, pour vous dire de, que, que le temps est presque écoulé, donc D'accord. je vous laisse sélectionner le plus important. Désolée, c'est pour qu'on puisse prendre les questions aussi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, autre chose très importante qui marche très bien, c'est le binôme. Donc, les binômes à favoriser en classe, mais qui peut se perpétuer à la maison, en fait, trouver un binôme. Moi, je connais même des élèves qui vont travailler en visio, c'est-à-dire chacun est à son bureau, mais en fait, le fait d'avoir le camarade en visio, eh ben, en fait, ils arrivent à mieux soutenir leur attention et éventuellement avoir de l'aide, mais enfin bon. Donc, travailler tout sur les métacognitions, le mind mapping, la priorisation, c'est important. On peut passer. Euh, voilà, et puis on termine là-dessus. Donc, pour la maison, c'est pour tous les parents qui sont là, surtout, enchaîner le travail en présentiel, donc à l'école, au lycée. Il faut enchaîner le travail personnel après. D'accord? C'est très important parce qu'on dit toujours, ah ben, il est fatigué, il faut faire une pause, etc. Non, on reste dans la séquence travail, on peut manger quelque chose, aller faire bon, mais pas prendre son téléphone, etc. On fait tout en suivant. On voit, moi je veux des enfants qui sont finalement en internat, ils ont les devoirs juste après, et après on passe à l'amusement. Alors que souvent à la maison, on passe à l'amusement en rentrant de l'école, et après on se met au travail qui va durer jusqu'à très tard. Déléguer le travail personnel à des AESH privés ou des étudiants. Favoriser donc le travail, ça, Jérémy. Organiser le travail scolaire aussi en bloc de temps pour aider l'enfant à visualiser les devoirs, qu'est-ce qu'on fait tel ou tel jour, etc. Parce que l'enfant qui a un TDAH, il a du mal à se représenter les choses. Utiliser le sablier électronique pour qu'il puisse visualiser le temps. Accepter aussi la musique, les choses qui sont tout autour quand ils travaillent. Ça les aide en fait à se concentrer. Les pauses dynamiques, pareil, on fait des mouvements, on fait des pompes, on fait ce qu'on veut, etc. Entre deux exercices, entre deux matières, etc. Le fait de rester assis, ça diminue ça diminue le niveau d'activité. Les bergers-bergères à la maison aussi. On peut faire appel en fait à des ergothérapeutes pour l'aide aux fonctions exécutives notamment. Il y a maintenant des orthopédagogues, des psychopédagogues qui peuvent aussi aider les enfants. C'est encore très rare en France. Toujours aussi penser à l'alimentation, l'activité physique et le sommeil, qui sont les trois mamelles du TDAH. Si les prises alimentaires sont à heure fixe, s'il y a des activités physiques et s'il y a un sommeil qui est respecté, souvent il y a quand même beaucoup moins de problèmes avec le TDAH.
encadrer le temps d'écran, ça c'est absolument important. C'est vous qui, en tant que parent, comment dire, encadrez le temps d'écran. Ne faites pas confiance à l'enfant qui va vous dire mais si, je vais y arriver, etc. Et puis, aide à l'initiation des activités, c'est un gros problème TDAH en lien avec la dopamine. D'accord, je n'arrive pas à m'activer, donc il faut être aidé, il faut un petit peu pousser l'enfant en fait à initier les choses. OK? Et puis, il y a juste une dernière chose, mais toute petite. C'est juste un petit schéma avec la procrastination. La procrastination, elle existe dès 3 ans et demi. Elle continue jusqu'à la fin de la vie. Je pense que c'est vraiment central dans le TDAH pour différentes raisons, et notamment neurobiologiques. Alors, il faut aider les enfants, les adolescents, en fait, à mentaliser l'intention de départ. Souvent, ils partent et pouf, en fait, ils ne savent pas vraiment ce qu'ils vont faire. Donc, l'intention pour porter l'attention sur l'intention pour passer à l'action. Et puis en fait, c'est Ramsay qui lui utilise un nouveau terme, la procrastivité, pour parler donc de la procrastination active. Très souvent, on fait autre chose. On fait autre chose, on n'est pas sur un canapé, on fait autre chose, donc c'est la procrastination active. Bien sûr, la procrastination passive et vos enfants, ben, il faut aussi de la procrastination active ou de la procrastivité. Alors, je m'arrête là et j'attends vos questions. Et désolé pour les problèmes techniques. Pas de souci, ça arrive. Alors, euh, une seconde. Donc, merci beaucoup pour toutes vos questions. Je me permets de les relier. Alors, je remonte un petit peu. Il y a une personne qui demande s'il n'y aurait pas un autre animal que les moutons, parce que ça pourrait faire penser à une expression un peu suivre comme un mouton, ce qui ne serait pas qui n'est pas le cas du TDAH. Absolument, absolument. Bon, c'est ça parce que je fais énormément de groupes en fait, dans le cadre du enfin, TDAH à l'hôpital, en libéral, tout ça. Mais en fait, bah, ça passe finalement très bien parce que finalement, c'est ce mouton qui va comme ça dans les montagnes et qui se perd, etc. Effectivement, on les voit aussi, enfin, ils ont toujours l'idée que c'est comme des moutons de panurge, mais enfin, franchement, c'est pas du tout ça le TDAH. Mais il faut les amener gentiment, en fait. C'est-à-dire que sans qu'ils s'en rendent compte, ils sont en train de travailler. Voilà, il y a un peu ça quand même dans le mouton. Je sais, mais c'est pas du tout, enfin, péjoratif du tout dans mon idée, hein. Voilà, moi j'adore les moutons. Rien contre les moutons. Euh, alors, une personne demande, lorsque vous dites que le TDAH est avant tout un trouble de la régulation, de quelle régulation parlez-vous, s'il vous plaît? De dopamine, par exemple? De dopamine, par exemple, tout à fait, absolument. Ah, la dopamine, c'est le carburant des neurones, en fait, de l'action. Donc, dans l'initiation, le maintien de l'action, terminer l'action, même tout ce qui est coordination, c'est des neurones dopaminergiques en fait qui régulent tout ça. Donc, c'est vraiment la régulation dopaminergique. C'est pour ça d'ailleurs que les traitements augmentent le turnover de dopamine en fait dans le cerveau et vont aider aussi à mieux se centrer, mieux initier, etc. Et souvent être un peu plus actif pour les plus hypoactifs, notamment, hein. Ouais. La dopamine est très très importante dans le TDAH. Pour une anecdote, justement, juste une petite anecdote, c'est que moi j'ai travaillé en neurologie, je travaillais beaucoup avec des patients parkinsoniens. Vous allez me dire, mais les moutons, les parkinsoniens, au secours, au secours. Non, c'est que la maladie de Parkinson, c'est une maladie dopaminergique qui n'a pas du tout les mêmes causes, d'accord? Il n'y a pas de facteur de risque au Parkinson dans le TDAH, mais en tout cas, il y a un manque de dopamine qui est créé par quelque chose, une glande, enfin, ça se dégénère, d'accord? Eh bien, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, je suis incapable d'aller attraper un verre d'eau quand je n'ai pas de dopamine, quand je n'ai pas mon traitement, quand j'ai un Parkinson. J'arrive pas à attraper un verre d'eau qui est devant moi. Ah, je bloque, je peux même pas marcher, d'accord? Mais en fait, c'est quand un jeune me dit, je suis en train de regarder dans mon lit, sur mon téléphone, comment on appelle ça, un match de tennis. Je suis très intéressé par le tennis, j'ai envie de savoir la fin du match. Je suis incapable d'aller chercher mon chargeur qui est au bout de mon lit. Et je me suis dit, Guetta, quand même, c'est pas très loin, ça fait 1 mètre, 2 mètres de moi. J'ai pas du problème physique, mais je n'arrive pas à aller jusqu'à. Et c'est ça, en fait, l'aspect dopaminergique, l'aspect de l'activation et le manque de dopamine, d'accord? Donc, il n'y a pas la volonté là-dedans. Alors, évidemment, la volonté, pourquoi pas, mais ça, c'est un peu comme tout le monde. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut vraiment comprendre que c'est neurobiologique, hein, il n'y a rien de la volonté là-dedans.
hein, pour aller chercher son chargeur. Mais bien sûr qu'ils sont motivés pour aller chercher le... Mais la charge est trop lourde à un moment donné pour le cerveau pour y aller. Mm. OK? Ouais. Merci beaucoup pour cette réponse. Il y a une question autour de une personne qui se pose la question si ce trouble est nouveau et si oui, s'il y a des facteurs qui le déclenchent, l'entretiennent, comment on peut l'atténuer en termes d'environnement. Vous avez Euh, déjà commencé à y répondre, mais en fait, c'est une problématique génétique, hein, comme je le disais tout à l'heure. Donc, ça se transmet gentiment de génération en génération. Donc, ça n'a pas commencé hier, c'est-à-dire que c'est très ancien. Même les descriptions de l'hyperactivité, pour ce qui se voit le plus, mais aussi même dans la littérature, les rêveurs, en fait, ça a toujours, toujours existé, d'accord? On voit les bonnets d'âne, on voit des dessins avec des enfants avec des bonnets d'âne. C'était quoi ces enfants? C'était qui ces enfants? C'était déjà des hyperactifs TDAH, hein, a priori. Donc, ils ont toujours, toujours existé. Donc, non, non, ça vient pas de sortir, hein, ça vient pas de sortir. Alors, comment améliorer? Alors, oui, c'est en mettant en place des compensations et en les aidant justement le plus jeune possible, en faisant des diagnostic le plus tôt possible, à expliquer le plus tôt possible ce que c'est que le TDAH, pour qu'ils puissent mettre en place, les aider à mettre en place des compensations. D'accord? À l'âge adulte, on peut vivre très bien avec un TDAH. Bon, certes, on est toujours en train d'oublier quelque chose quelque part, ou des problèmes d'organisation, des problèmes de rêverie, des problèmes d'initiation, des problèmes de procrastination, on traîne le soir pour aller se coucher, mais on vit avec, on vit avec, hein. merci, désolée, j'essaye de suivre aussi les questions, il y a beaucoup de questions. Oui, Il y a une question sur le style d'attachement, donc je ne sais pas si vous aurez la réponse à cette question, mais est-ce que ça a une incidence selon que l'enfant est plutôt sécure, évitant, anxieux, etc., sur le TDAH, une incidence positive ou négative? oui, oui. Après c'est ce que je disais tout à l'heure, les parents, en fait, au moins un des parents, la plupart du temps, hein, il y a d'autres, la plupart du temps, au moins l'un des parents a déjà un TDAH. Donc en fait, on va voir aussi que bah, cette interaction entre parents et enfants euh, va être différente d'un enfant TDAH à un autre, parce que ça va dépendre du parent. Si le parent, par exemple, se reconnaît dans l'enfant et avec bienveillance, il va l'aider. Ok? Si il n'a pas envie de reconnaître son TDAH chez l'enfant et ne pas souffrir comme ce qu'il a souffert, il va être beaucoup plus dur et exigeant vis-à-vis de son enfant. Vous voyez? Après, il va y avoir aussi tous les problèmes attentionnels, c'est-à-dire la mère qui n'écoute pas son enfant. Maman, tu m'écoutes? Maman, maman. Et voilà, comment interpréter ça pour l'enfant qu'effectivement sa mère, de temps en temps, elle est en train de penser à autre chose. OK? Ou de voir son père hyperactif qui est toujours en train de travailler, faire du sport, qui n'est jamais à la maison. Coucou, ça va les enfants? Hop là, et qui s'en va. Est-ce qu'il nous aime, est-ce qu'il nous aime? Vous voyez? Et puis l'insécurité, elle fait partie, je pense, du TDAH. C'est que quand on est tout petit, c'est toujours mon histoire de sac de piscine. Sac de piscine. Je vais à la piscine, mais en fait, je suis jamais sûr en fait d'avoir mon maillot de bain, mon bonnet, ma serviette, etc. Et bon, je l'oublie pas à chaque fois, enfin, mais c'est très compliqué. Donc déjà très jeune, j'ai des vécus d'insécurité. Donc après l'interaction avec les parents, etc. C'est bien sûr que ça joue. Mm. Ouais. Il y a plusieurs questions autour de qu'est-ce qui fait qu'on peut considérer que c'est un trouble, quand est-ce qu'il y a des comportements qui sont plutôt dans la norme face à un trouble, où est la limite en fait sur ces questions-là? Oui, la question souvent revient. Pourquoi? Parce qu'on se dit, bah oui, moi aussi, je peux être distrait, moi aussi, je peux être des fois un peu agité, moi aussi. Enfin, ça me fait penser quand je m'intéressais beaucoup à la dépression il y a de nombreuses années. On disait, oui, bah, tout le monde est triste en fait. Bah oui, ça peut arriver à tout le monde. Puis il faut se pousser un peu le matin aux fesses et puis ça marche, quoi. Non, c'est vraiment le trouble de l'attention. C'est un peu la même chose. Quand on fait une dépression, bah, on peut plus se lever, etc. On ne peut rien y faire de cette manière. Eh ben, le TDAH, c'est aussi, donc ça va être tout le temps. Enfin, je veux dire, les troubles attentionnels sont beaucoup plus importants, beaucoup plus fréquents. Les problèmes d'hyperactivité, d'impulsivité, les problèmes de gestion des émotions, ça va être beaucoup plus fréquent et handicapant et gênant en fait. Alors justement, c'est plutôt à l'école qu'on va le dépister aussi, le TDAH. Parce qu'au niveau des apprentissages, eh ben, on voit bien que des fois, enfin, qu'il y a des difficultés.
Et le pire, c'est quand chez les enfants, on voit bien qu'ils sont pas bêtes du tout, mais que c'est le rendement qui n'est pas bon quand on a un TDAH. Vous savez, c'est mon petit dessin avec mon boulet, quoi. Mm. Et à partir de quand on peut, à partir de quand, enfin, on s'inquiète, d'accord, je commence à tousser, j'ai un peu de fièvre, etc. Quand est-ce que je vais chez le médecin? Mm, mm, C'est quand est-ce que je vais chez le médecin? Moi, je crois mm. que, voilà, c'est pas en allant, voilà, envahir les cabinets. Je ne veux pas dire allez tous faire tester vos enfants ou aller, pas du tout. Mais s'il y a un doute, si les enseignants disent j'ai déjà vu ça, vous pourriez peut-être, etc. Je pense que c'est à ce moment-là qu'il faut démarrer voilà, une consultation chez quelqu'un qui est spécialisé, se poser la question. De toute façon, Mm. si c'est pas ça, c'est pas ça. Mais si c'est ça, au moins, il va bénéficier le plus tôt possible d'une prise en charge adaptée et d'un regard adapté, un regard qui change aussi, un regard qui change. Ouais. Alors, je précise juste que donc, il va être 18h30. Donc, si vous êtes d'accord, Thierry, je vous propose qu'on continue un petit peu de répondre à des questions, parce qu'il y a beaucoup de questions. Et voilà, pour les personnes qui sont intéressées de rester un petit peu, pas très longtemps, on pourra malheureusement pas répondre à toutes les questions. Hmm. Voilà. Mais prendre le temps un petit peu de répondre à ces questions qui sont très intéressantes. Donc, il y a une question autour de, justement, vous avez parlé de l'aspect génétique de cette caractéristique du TDAH. Comment faire quand soi-même, en tant que parent, par exemple, on a un TDAH, une personne dit que c'est son cas et que ça lui provoque beaucoup d'anxiété dans l'accompagnement de son enfant. Est-ce que vous pourriez rappeler, parce que je n'étais pas un petit peu inattentif, je regardais si j'avais un rendez-vous derrière. Oui, je peux répéter ma question. Comment faire quand on est soi-même en tant que parent Hmm. atteint de TDAH et qu'on souhaite accompagner son enfant? Bah, disons que la question, elle est un peu large, hein. Elle est un peu large. Après, chez des parents qui sont déjà diagnostiqués? Parce qu'en fait, Je parce pense que que Parce que souvent, on est diagnostiqué, enfin, on commence à se poser des questions en tant que parent lorsque bah, les enfants eux-mêmes sont diagnostiqués. Donc, c'est un peu comme ça que ça se passe. Un coup, ils se disent, tiens, c'est bizarre, j'étais vraiment comme ça quand j'étais enfant. Ouais. Donc, ils vont se faire diagnostiquer. Alors après, il faut se faire aider si effectivement sur le plan de l'organisation, justement, on parlait des devoirs, hein, des devoirs. Moi, je suis toujours pour le déléguer des devoirs, vous voyez? Parce que s'occuper des devoirs, dans la majorité des cas, avec des vaches, ok? Qu'est-ce que va faire l'enfant qui n'a pas de TDAH? Ben, il va organiser ses révisions, il va voir ce qu'il a à faire, etc. Il rentre le soir, il range ses cahiers, etc. Et puis, de temps en temps, il va demander de l'aide parce qu'il y a quelque chose qu'il ne comprend pas, ou pour réciter, ou... enfin, voilà, il sait exactement où il va demander de l'aide. Il va demander à papy, parce que papy, il était bon en maths quand il était petit. Enfin, voilà, donc il va demander à papy pour tel ou tel exercice. Enfin, il va lui-même, en fait, chercher des solutions. Alors, quand il y a un TDAH, non. Il va être un peu foutraque, il va aller chercher dans son cahier, il y en a un petit peu partout. Donc voilà, déjà de retrouver l'information, c'est compliqué. Et puis, il est fatigué à la fin de la journée, il a donné toute son énergie, et donc le soir, il est très fatigué. Donc donc c'est compliqué donc, de gérer tout le travail personnel des enfants avec TDAH. C'est pour ça, je pense qu'il faut se faire aider, dans la mesure du possible, se faire aider. Ouais. Merci beaucoup. Euh, on a pas mal de questions autour des médicaments, c'est-à-dire est-ce que il y a des alternatives naturelles à cette médicamentation-là? Est-ce que si un enfant prend un médicament pour le TDAH, il devra le prendre toute sa scolarité? Voilà, ces deux questions déjà. Bah, disons que les médicaments, disons, chimiques, on va dire, enfin des médicaments, enfin ce qu'on appelle les médicaments, ils ont été testés, hein. Ces médicaments, ils sont déjà prescrits depuis plus de 40 ans. Donc, c'est des médicaments qu'on connaît, en fait. Donc, ils ont fait leur preuve, en fait, d'efficacité. Pour les autres, bah, tous les autres produits, on va dire, il n'y a pas d'études. Alors, il n'y a pas d'études. Vraiment, il n'y a pas aucune autre substance n'a montré une efficacité dans le cadre du TDAH. Donc pour l'instant, bah, en France, il y a quatre produits, enfin quatre médicaments qui sont commercialisés, beaucoup moins que dans d'autres pays, donc on a assez peu d'alternatives. Mais au moins, ils ont été testés. Enfin, ces médicaments ont été testés, vous voyez.
Est-ce qu'il faut le prendre pendant toute la scolarité? En fait, c'est variable toujours d'un enfant à l'autre, d'accord? Le traitement peut commencer, disons, ça peut commencer dès le primaire, ça peut commencer seulement au collège, après c'est seulement au lycée, et puis parfois c'est seulement à partir des études supérieures. Donc bon, et puis ça commence, et puis ça peut s'arrêter, puis reprendre, en fait. Il y a pas de problème c'est un peu comme un effet aspirine, en fait, le méthylphénidate, qui est la molécule, c'est un peu comme un effet aspirine. Donc on le prend, et puis de toute façon, on va le prendre pendant 4 heures, ça va faire de l'effet pendant 4 heures, ou ça va faire de l'effet pendant 6 7 8 pour d'autres. Bon, mais c'est tout, puis ça s'arrête, hein. Cendrillon, moi j'appelle ça le phénomène Cendrillon, c'est qu'au bout de l'effet, on se retrouve avec les citrouilles et les petites souris. Bon, alors, quand est-ce qu'on le prend? Pendant combien de temps? On arrête pendant les vacances? Une année, ça se passe bien, parce que ce que je disais, peut-être la maîtresse, voilà, TDAH friendly, et puis l'année d'après, c'est beaucoup plus compliqué. L'enfant est un peu opposant, il n'arrive pas à travailler, il est toujours puni. Bon, voilà, il aura peut-être besoin d'un petit coup de pouce. Ah oui, c'est des choses comme ça, ouais. Ouais. Puis il y a la puberté, il y a aussi la puberté qui fatigue énormément, donc ça augmente en fait souvent les, les, les symptômes TDAH. Non, c'est à voir avec le psychiatre spécialisé qui sait en fait quand il faut en prendre, quand il faut pas en prendre. Ouais. Mm. Merci Et beaucoup. comme je disais tout à l'heure, on est avec, on repart avec, hein. Donc c'est comme des lunettes. Enfin, je vois que bah, voilà, moi, j'ai mis des lunettes enfin, récemment, ça commence à faire un moment, mais disons que bon, voilà, les gens, j'ai une petite fille, elle a des lunettes, elle a 3 ans. Mais elle en portera, mais c'est toute la vie, bah oui, il y a de fortes chances, hein. Bon, ça aussi, on guérit. Mm. Il y a des questions autour de toujours un peu plus sur des pistes concrètes que vous avez déjà commencé à développer. Par exemple, sur aider son enfant par rapport à sa régulation émotionnelle. Mm. Une première question là-dessus et une question aussi sur les outils pour s'organiser en classe. Mm. La régulation émotionnelle, donc ça c'est souvent c'est la première entrée pour les consultations, parce que c'est souvent le plus compliqué en fait à gérer. Alors il existe des programmes d'habileté parentale. On commence, moi je préconise toujours de commencer par une information auprès des parents sur comment je réagis avec les enfants. Et puis après, il y a des prises en charge en fait en individuel qui peuvent être proposées. Les enfants, ils apprennent à mieux réguler en fait leurs émotions. Donc il faut surtout voir les situations, hein. Il faut d'abord analyser les situations dans lesquelles ces problèmes émotionnels apparaissent. Et quand ils apparaissent, qu'est-ce que je fais? Je vais respirer, ils apprennent une technique de respiration, etc. Ils vont dans la chambre pour redescendre. C'était un peu le geyser dont je parlais tout à l'heure. Ça leur prend, là encore, c'est neurobiologique. C'est pas l'enfant qui fait exprès, c'est que là, il y a quelque chose, il y a une étincelle et ça flambe. Donc à ce moment-là, effectivement, comment d'abord travailler les situations avec les parents, parce que c'est toujours les mêmes situations qui créent les mêmes effets. Ça, c'est un peu comme les blagues, hein. Il y a des blagues qui font toujours, moi, il y a des blagues qui me font toujours rire. Elles sont peut-être même très bêtes, mais en tout cas, moi, c'est de voir des gens tomber. Je sais pas pourquoi. Voir des gens tomber, ça me fait rire. Je sais pas, ça déclenche le rire. Je ne sais pas pourquoi. Je suis pas le seul, parce qu'il y a des films où on voit des gens tomber. Mais je sais pas pourquoi. C'est pareil, pour les enfants, ça se déclenche, et puis sauf que ça part en geyser. Mais les enfants, ils apprennent assez vite, hein, franchement. Si on leur explique, souvent on ne leur explique pas, on les punit. C'est tout ce qu'on leur dit, hein. On leur fait des réflexions. Ah là là, est-ce que tu peux être toujours machin comme ça? Mais à part ça, pas grand-chose en fait. Donc, si on leur explique, ils écoutent, hein, avec l'attention qu'ils ont, mais ils écoutent, ils sont très intéressés. C'est le sujet qui les intéresse. Mm. Bien sûr, ok, merci beaucoup. Il y a une question qui, je pense, enfin, déjà ce que vous avez dit a répondu à plusieurs questions, il me semble, euh, sur l'attitude à avoir par rapport au TDAH. Il y a une question autour de comment aider son enfant à accepter son trouble. Mm. Et c'est Comment? ça, je pense, la dernière question. Je suis désolée pour les personnes dont on n'a pas pu prendre les questions. Comment aider? C'est un processus qui est plus ou moins long, hein.
Enfin, c'est comme tout ce qui nous arrive dans la vie, en fait. Sauf que bah, pour le TDAH, bah, ils apprennent assez tôt et jeunes, en fait, qui vont être avec ce petit boulet, quoi. Hein, ce petit boulet, des fois, il va être gros, des fois, il va être lourd à porter, des fois, ils le diront un peu. Enfin, parce que c'est variable, c'est ça le terme que je cherchais tout à l'heure. Il y a beaucoup de variations, enfin, dans le TDAH, et donc il y a des périodes de la vie où c'est plus dur, voilà. Mais l'affaire de l'acceptation, c'est apprendre que si je n'accepte pas, en fait, et que je combats, que je refuse, en fait, je peux pas aider mon cerveau à trouver des meilleures stratégies. Donc c'est expliquer, mais c'est aussi l'accepter aussi, par exemple, en tant que parent ou en tant qu'enseignant. Parce que je sais qu'il y a les deux qui sont représentés. Donc c'est aussi accepter que l'enfant, bah, je ne vais pas le transformer en vache, assis, enfin, bien tranquille, etc., en classe, par exemple. Et en tant qu'enfant, c'est aussi accepter, c'est difficile aussi pour les parents, d'accepter que son enfant va être différent des autres. Mais à bien y penser, en fait, on a tous des caractéristiques différentes avec lesquelles il faut vivre. En fait, le TDAH, c'est une chose parmi d'autres, en fait, finalement, quand on y pense. Hein. Moi, je vois même des enfants, malheureusement, ils ont un TDAH, mais ils ont d'autres pathologies ou une pathologie somatique, etc. Bah, c'est pas très drôle. Surtout, par exemple, où il faut prendre des médicaments tous les jours, c'est ce que j'ai eu l'autre jour. Tous les jours, mais vous oubliez les médicaments. Évidemment. Alors en fait, alors qu'ils doivent le prendre tous les jours, parce que c'est pour leur santé. Donc, et souvent, c'est même ce problème de santé, par exemple somatique, qui va être plus gênant que le TDAH finalement. Ouais, Merci beaucoup Thierry. On va En utiliser vrai, cette idée de chacun a aussi des caractéristiques spécifiques et ce n'est pas seulement les personnes TDAH. Donc, comme belle conclusion de ce webinaire, je vous partage, comme l'a déjà fait Michaela, en commentaire dans le chat, un petit questionnaire d'évaluation. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, que vous pouvez y accéder en QR code sur le chat ou en recopiant ce lien directement qui apparaît à l'écran. Et, euh, et je vous remercie beaucoup de vous être connectés aussi nombreux pour la richesse de vos questions. Et surtout, un grand merci à vous, Thierry, pour d'être là avec nous, de prendre le temps de nous expliquer ces caractéristiques autour du TDAH. Euh, voilà, merci beaucoup pour votre participation. Nous avons un prochain webinaire qui arrive le 9 décembre, sera à 18 heures, autour d'une initiative, une expérience pédagogique à partir d'un projet créé par les enfants sur le bonheur à l'école et autour du harcèlement scolaire notamment. Donc voilà, n'hésitez pas, si ce webinaire vous a plu, à venir à ce webinaire qui sera très prochainement. Et on est vraiment très heureux de vous accueillir. On est très frustrés de ne pas pouvoir répondre à toutes vos questions. J'espère que ça aura quand même pu vous éclairer. Et, euh, et, voilà. Et une fois encore, merci beaucoup à Thierry pour ce webinaire qui était vraiment très intéressant. Merci beaucoup.